Les coalitions au sein de l'opposition et du pouvoir, la mort des idéologies ou l'heure du pragmatisme, l'attention sur le marché avec les hausses du prix, le virus est-il dans le panier de la ménagère, la lancinante question des inondations, pourquoi les programmes politiques pataugent, l'exclusion définitive des étudiants actée par la Cour suprême, quelle lecture en faire? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du temps reçoit ce dimanche professeur Magaye Kassé, professeur des universités au département de langue et civilisation germanique, et l'analyste politique Mamoudou Sy Albert. Rendez-vous ce dimanche de 10h à 11h sur iRadio avec Papa Alioune Sarr. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'air du temps de ce dimanche 29 août 2021, un jour où l'on fredonne encore un air triste avec la disparition de Maître Alioune Badara Cissé. Nous allons lui rendre hommage dès le début de cette émission. Nous allons aussi aborder les sujets au menu de cette émission, le champ politique en mode coalition, les questions, ou bien la question lancinante des inondations, la flambée des prix des produits alimentaires, mais aussi le renvoi définitif des étudiants, renvoi acté par la Cour suprême. Pour en parler, nous sommes dans ce studio avec le professeur Magaye Kassé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités au département de langue et civilisation germanique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En face de vous, Mamoudou Sy Albert, bonjour. Bonjour, Pape. Vous êtes analyste politique, l'air du temps, et c'est parti. Jeunesse du Sénégal, d'ici et d'ailleurs, ce pays ne nous appartient plus, nous autres, avec nos 60 balais bien sonnés. Il vous appartient à vous. C'est de votre avenir dont il s'agit. Ne le démolissez pas, ne le détruisez pas. Vous en avez les ressources, parce que le spectacle que j'ai vu avant-hier à la télévision, de ces jeunes avec un brin de conscience subitement installé en eux, donnant de l'eau, embrassant les agents des services de l'ordre, les applaudissant au passage, après qu'ils aient guerroyé âprement, je me suis dit que ce n'est pas trop tard. Il y a toujours un brin de sursaut qui pourrait émerger. Et c'était vraiment de très très jeunes enfants. Parmi eux, des filles qui venaient à côté des agents des services de l'ordre, voir un peu de quoi leurs vêtements étaient faits. Certainement nourrissant en eux-mêmes un jour de pouvoir servir, de pouvoir se sacrifier, donner de leur vie pour que les nôtres soient saufs. N'attendez rien de cela qui veulent vous faire chanter ou marcher. Revenez à la raison parce que vous en êtes capable. N'entrez pas dans un jeu de marchandage. Le médiateur ne vous offre rien qui puisse être marchandé, sauf un discours de raison, un discours de sagesse, un appel à la sérénité, un appel à diviser autour de ce que nous avons en partage et pour lequel je prie Dieu, nous n'ayons jamais à le partager. Adieu l'éloquent, le pertinent, l'élégant, le bienséant, le clairvoyant, l'homme qui aime jouer avec les mots, mais pas avec les mots, un homme proche du peuple, un combattant de la démocratie, mais surtout un défenseur des droits humains, réputé pour son franc-parler, sa droiture, sa science. Il faut lire dans la vie de ABCD, les abécédaires d'un vrai homme politique. La faucheuse l'a emporté hier, professeur Magaye Kassé, mais son œuvre reste intacte. Que retenir de la vie de ABC? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je salue les auditeurs et éventuellement les téléspectateurs de votre média. Je voudrais rectifier un petit peu la présentation. On ne dit pas professeur des universités, c'est professeur titulaire des universités. D'accord. La nuance est d'importance puisque de nos jours, on affuble de nom de professeur n'importe qui, à mon avis. Je vous le concède. Bien sûr que je suis triste d'avoir appris hier le décès de Alioune Badara Cissé, que j'ai eu le bonheur de rencontrer 2 fois dans ma vie. Une première fois, c'était à New York, où j'étais en séjour, en compagnie de mon ami Souleymane Bachir Diagne et des Sénégalais de New York. On a eu à échanger sur la situation du pays en marge de la rencontre qui nous réunissait. La deuxième fois, c'était au FESPACO à Ouagadougou, quand nous avons été invités par son Excellence l'ambassadrice du Sénégal à l'époque. C'était toujours le même discours. Ce que je retiens de l'homme, après, je ne l'ai pas côtoyé de manière familière, ni n'ai suivi son parcours, si ce n'est ce que j'ai appris par la presse, et qui montre quand même quelqu'un qui a été épris de connaissances
diverses. Son parcours le montre à suffisance. C'est quelqu'un qui très certainement également a des vertus qu'on devrait pouvoir enseigner à nos enfants, en particulier la vérité, la droiture, le fait de dire ce qu'on pense et de ne pas être, disons, réticent à la controverse, même si elle dérange parfois. C'est ce que j'ai retenu un petit peu de l'élément que j'ai écouté hier soir et dont certains aspects sont ressortis tout à l'heure. Donc je présente mes condoléances à sa famille, je présente mes condoléances à l'État du Sénégal, puisqu'il a été médiateur de la République. Et je dis que nous devrions avoir des hommes de cette trempe dans les situations que le Sénégal a traversées depuis son indépendance, parce qu'il était parti d'un gouvernement issu d'une seconde alternance, c'est-à-dire un gouvernement qui mettait à cœur, qui se mettait dans l'optique de changer de manière fondamentale, mais de manière progressive, les conditions de vie des Sénégalais. Et donc le poste qu'il a occupé en dernier lieu n'était pas des moindres, puisqu'il était le réceptacle de beaucoup de doléances. Voilà. Oui, professeur titulaire des universités Maguette Kassé. ABC était également professeur titulaire dans le champ politique. Quand on parle un peu de son impartialité et surtout de son aspect d'ingratitude à celui qui l'avait nommé, n'hésitez pas à prendre la plume ou bien à parler quand ça faisait mal. Et on se rappelle toujours avec cette voix que l'on a entendue dès le début de cette émission, ses discours, ou bien son discours pour les événements du mois de mars, Maurice Albert. Oui, je crois que Maître Aliou Badara, il a marqué l'espace public sénégalais, surtout l'espace politique, par son franc-parler. Il avait une franchise quand il s'adressait même au chef d'État, Wade, après Macky Sall tout récemment. Même les acteurs politiques, de manière générale, il avait une tonalité, il avait un discours franc, sincère, mais aussi très intelligent. Il était froid dans ses analyses. Je crois que aussi dans l'espace public, il a incarné la sagesse, le refus d'être dans des positions radicales, frontales, l'adversité absurde. C'est vraiment un diplomate dans l'espace politique sénégalais. Il a incarné des valeurs et je crois que c'est très légitime que les Sénégalais reconnaissent en lui ces vertus qu'il a su incarner, souvent dans l'adversité, dans l'incompréhension. Et je crois que sur le plan politique, en tout cas, son dernier discours que nous avons écouté montre qu'il avait il a laissé un héritage aux acteurs politiques et à la société civile. Que parler aux Sénégalais dans un contexte si difficile, si chargé, et aider à sortir de cette crise d'incompréhension, je crois que c'est ça vraiment qu'il a incarné par sa hauteur de vue, par sa sincérité. C'est pas le politicien. Il n'a pas été dans les marchandages. Et il est là depuis fort longtemps. C'est un avocat qui a défendu des hommes politiques, qui a défendu des citoyens simples. C'est quelqu'un qui était au cœur de la société sénégalaise, au cœur de l'appareil d'État, mais il n'a jamais été pris en porte-à-faux avec sa morale, avec son éthique. Et ça, je crois qu'il faut louer cet homme, il faut souhaiter que Dieu l'accueille à son paradis. Et prière et consternation. Pour le début de cette émission, restons professeur Maguette Kassé dans le champ politique avec en mode coalition, on peut dire. Est-ce que la coalition est un horizon indispensable aujourd'hui dans le champ politique? Je crois que la vie politique sénégalaise a toujours été marquée par la mise sur pied de coalitions diverses. Quand on interroge l'histoire du Sénégal, depuis la naissance des premiers partis qui se sont agrégés à d'autres partis, c'était aussi des formes de coalition. Des partis qui ont eu une vue beaucoup plus large du point de vue des perspectives de développement de nos pays, n'ont pas hésité dans leur stratégie à mettre en œuvre une ligne que nous avons appelée au PIT Sénégal, la ligne de large rassemblement, c'est-à-dire
Ce qui peut paraître hétéroclite au départ peut ne pas l'être au finish s'il y a un programme clair, s'il y a des idées fortes qui émergent à partir d'un consensus pour des objectifs très clairement identifiés, des buts à atteindre pour un mieux-être des populations, puisque le sens des coalitions n'est rien d'autre que de créer les conditions objectives, favorables et subjectives aussi, puisque la personnalité des membres des coalitions qui ont vu le jour ici joue beaucoup dans le succès ou l'insuccès de ces coalitions. Mais ça, c'est dans le principe. Est-ce qu'en réalité, c'est ce qui se matérialise sur le terrain, par exemple? C'est ce que j'allais dire si j'avais pu continuer. Parce qu'on est dans le champ politique, oui, allez-y. Oui, le champ politique est un champ extrêmement complexe. Oui, c'est ça. Malheureusement, dans notre pays, on a tendance à tout ramener au ras des pâquerettes du point de vue de la réflexion. Comment se fait-il que dans des décades très précises, par exemple, l'après-Senghor, l'ère de Diouf, jusqu'à l'avènement d'une première coalition qui a porté Abdoulaye Wade au pouvoir, à l'intérieur de ce champ-là, de plus de 2 décennies, de 20 ans, il y a eu différentes formes de coalitions éphémères, puisque les objectifs n'étaient pas clairement définis. Il y avait une sorte de prévalence, de façon tout à fait indue parfois, de personnalités qui se sentaient fortes pour pouvoir influer sur le devenir des coalitions. Je n'ai pas le temps de détailler l'ensemble des coalitions qui ont vu le jour, disons de l'ère de Diouf jusqu'à l'avènement de la première alternance en 2000. Et là, on peut identifier les acteurs politiques qui étaient à l'œuvre. C'était des personnalités remarquables et des personnalités connues, mais dont la trajectoire, la volonté de domination des coalitions ne pouvait pas augurer d'un succès de ces coalitions. Il a fallu en 2000, un front beaucoup plus structuré. Et là, évidemment, vous permettrez que je tire la couverture à nous, puisque nous avons eu d'abord le front de gauche, le pôle de gauche. Qui vous parlez de vous, c'est le PIT. C'est le PIT, c'est la Ligue démocratique, c'est Ande Diouf. Des forces politiques qui n'ont jamais cessé de lutter pour que le Sénégal avance. Parce que toutes les coalitions qui ont vu le jour dans cette série, dans ces années-là, ont été le fait des forces de gauche quand même, il ne faut pas l'oublier. Et deuxièmement, cette coalition portée par le pôle de gauche qui a vu la victoire de la première alternance au Sénégal a été quand même le couronnement de beaucoup d'efforts de coalition. Et la seconde coalition, c'est celle qui a porté Macky Sall au pouvoir. Parce que si on prend les choses de manière séquentielle, chaque séquence a ses travers, mais également ses succès. Donc, qu'aujourd'hui, on assiste à des tentatives de regroupement, je dirais hétéroclites, d'un certain côté, je pense, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, que je ne pense pas du tout, d'ailleurs, que ces coalitions puissent aboutir à quelque chose qui soit des perspectives pour le Sénégal d'aujourd'hui. Mamadou Sy Albert, le pensez-vous? Moi, je serais plus nuancé. C'est vrai que la coalition, c'est un fait politique qui n'est pas du tout nouveau. Mais à partir de la première alternance, on peut noter un nouveau phénomène. Les coalitions qui ont soutenu le président Wade et les coalitions qui ont soutenu Macky Sall ont entraîné, ou en tout cas ont sécrété la mort des partis politiques. Alors, le PDS a eu sa coalition SOPI. Après 12 ans de règne, le PDS s'est disloqué. Le PDS n'a pas su être un véritable moteur de la gouvernance des affaires publiques. C'est plutôt une personnalisation de la gestion de Wade que les gens ont retenu. Donc ça veut dire que le PDS sort très affaibli de cette première alternance, mais tous les alliés de gauche également sortent très affaiblis. Donc la coalition, c'est ce paradoxe-là. La coalition permet d'arriver au pouvoir, mais en même temps, elle détruit les partis politiques. Si vous voyez depuis 2012 jusqu'à maintenant, non, c'est vrai, c'est une expérience réussie par rapport à la coalition, mais les partis politiques n'existent pas. Aujourd'hui, l'APR, c'est le parti présidentiel, mais l'APR n'est pas le pivot, n'est pas le moteur de cette politique-là. L'APR n'a pas de leadership
dans cette coalition. C'est Macky Sall donc on est dans la personnalisation. La coalition tue les partis, concentre tout le pouvoir au niveau du chef de parti. Donc on est dans un paradoxe. La coalition, c'est une fusion, c'est un regroupement de partis politiques qui permet d'accéder au pouvoir, qui permet de gouverner, mais elle tue les partis politiques. Et si on voit le discrédit qui pèse sur les partis politiques, on doit s'interroger sur quelle est la pertinence de ces coalitions-là. Je prendrai un dernier exemple, c'est là au niveau des locales. Vous voyez que tous les partis ont peur d'aller demander le suffrage parce qu'il y a un éclatement, il y a un éparpillement des partis politiques. Les partis sont affaiblis, ils sont discrédités. Donc chacun est obligé de penser à une mutualisation. Ça veut dire simplement que on est dans un paradoxe démocratique, c'est vrai, mais il faudrait que les acteurs politiques quand même réfléchissent sur ce que le professeur Kassé a dit tout à l'heure. Il y a des travers, il y a des phénomènes qui sont sécrétés par ces coalitions-là. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que tout le monde dit qu'il faut gérer les partis politiques, il y en a trop. Et pourquoi on ne s'interroge pas sur les coalitions? Parce que les coalitions forcent le jeu démocratique. Les coalitions forcent également même le fonctionnement de l'État. Macky Sall n'est pas majoritaire en 2012. Mais aujourd'hui, c'est l'APR qui gère le Sénégal. Est-ce que l'APR est un parti majoritaire? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal devrait reposer sur le parti du président de la République? Donc, je crois que c'est autant de questions qu'il faut poser et voir quels sont les avantages des coalitions, mais également qu'il y a des inconvénients. La naissance des coalitions, la mort des partis politiques, selon Mamadou Sy Albert, mais surtout peut-être la mort des grands hommes politiques qui pourraient en un seul imposer une vision. Je voudrais revenir sur ce que Albert a dit tout à l'heure pour disons, donner un point de vue différent. Je ne pense pas du tout que ce soit la mort des partis politiques, en tout cas de tous les partis politiques. J'éviterai la généralisation. Tout est une question de naissance, de développement de partis politiques. Comment un parti naît dans les conditions d'aujourd'hui, relativement à l'histoire politique du Sénégal, au moins depuis la première alternance. Vous avez des partis structurés qui ont résisté à un ensemble de phénomènes de pourrissement à l'intérieur même de coalitions qui ont été créées. Je donne un exemple très simple. Allez-y. Si on prend le pôle de gauche, la manière dont les partis qui le composaient ont assisté Abdoulaye Wade pour qu'il arrive au pouvoir et la manière dont on a vécu le rapport du parti politique au pouvoir a pu être un rapport funeste ou un rapport en tout cas de repli. Je donne le cas de notre parti, le Parti de l'Indépendance et du Travail. Nous avons théorisé depuis très longtemps une ligne de large rassemblement. Mais c'est à partir d'un parti structuré qui avait une stratégie et qui est toujours la stratégie qui est en vigueur dans notre parti. Et je ne crois pas du tout qu'on puisse parler de la mort de notre parti. Au contraire. Mais est-ce que la coalition, les coalitions ne cachent pas aujourd'hui les partis qui sont faibles également, qui veulent aller en coalition pour tout simplement exister? Je vous relance. Je voudrais terminer mon idée, parce que si vous m'interrompez comme ça, je ne pourrai pas développer jusqu'au bout ce que je voulais dire. Allez-y. Il est curieux qu'un pays comme le Sénégal puisse avoir plus de 200 partis. Oui. Ces partis n'ont d'existence légale. Si on devait appliquer la loi, la plupart de ces partis devraient être dissous. Ils n'ont jamais tenu de comités centraux, ils n'ont jamais tenu de congrès. Ça s'agglutine autour d'une personnalité qui a les moyens de faire fonctionner un parti. Je pense donc qu'on devait voir à la loupe la composition politique, la composition du champ politique au Sénégal pour savoir quel parti existe, depuis quand et comment fonctionne-t-il. C'est vrai que quand on n'a pas l'heure de plaire à une certaine presse qui fait les choux gras de telle personnalité politique ou de tel autre parti politique, on a l'impression que la vie des partis se réduit simplement à des personnalités qu'on entend à tout bout de champ. Ce n'est pas tout à fait la réalité des choses si on regarde à la loupe. Deuxièmement, quand on dit que
je dirais que la nature et la manière dont les partis fonctionnent et comment ils élaborent leur stratégie est un garant de la manière dont ils peuvent accéder au pouvoir ou ne pas accéder au pouvoir. C'est vrai que quand on prend de grands partis que je ne citerai pas par courtoisie, qui s'agglutinent autour de personnalités émergentes, qui ont été les principaux acteurs qui ont déclenché un mouvement de création d'un parti. Je pense à des partis qui sont sortis des flancs d'autres partis. Ils sont sortis des flancs d'un autre parti avec à leur suite des gens qui étaient de même obédience ou en tout cas qui pensaient dans la même direction. Ces gens-là forment un parti, mais quand on se rend compte que ces partis-là pratiquement ne tiennent jamais de congrès, ne tiennent jamais de comité central ou de bureau politique, ou ne décident pas de manière collégiale, ça dépend évidemment de la manière dont les partis fonctionnent. On peut se demander effectivement si ces partis existent. La relation que les gens ont avec le pouvoir, la relation que le citoyen lambda a avec le pouvoir, fausse également le jeu politique. Parce que la relation qu'on a avec le pouvoir peut être déterminante dans la manière d'appréhender la capacité ou non d'un parti à se structurer et à agir dans le sens d'intérêts déjà identifiés. Mais ce n'est pas toujours le cas, je suis désolé. Évidemment, quand on passe au grand regroupement, aujourd'hui on dit Benno Bokk Yakaar. Regardez à la loupe la composition de Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'agglutiner un certain nombre de sigles ne fait pas forcément une force politique. Si on regarde vraiment la manière dont les choses se passent et comment les citoyens sénégalais perçoivent ces partis-là. C'est valable pour le pouvoir, c'est valable pour l'opposition également. Oui. Je veux dire que la manière dont le Sénégalais appréhende la politique, dans la manière dont le Sénégalais pense la politique, fausse dès le départ déjà l'appartenance ou non à un parti politique. Parce que on va en parler tout à l'heure d'idéologie. Oui. Parce que ça aussi, c'est un trait saillant de la capacité ou non d'un parti à être dans le champ politique actif, à défendre des intérêts particuliers et également à avoir des adhésions à des idées. Et restons toujours dans le champ de l'opposition pour parler un peu de la coalition avec la bande des 4 qui s'est formée, le PASTEF, le PUR, le PDS et And Taxawu Dakar, le grand mercato du moment. Ces 4 partis-là peuvent-ils faire mal à la majorité présidentielle pour les prochaines élections locales, Mamadou Sy Albert? Oui, si ces 4 partis arrivent à constituer une coalition, ils peuvent faire mal. Parce que quand même, c'est des partis qui ont de l'expérience, que ce soit le PDS, que ce soit Khalifa, que ce soit Moustapha. C'est des acteurs politiques qui sont là depuis fort longtemps, qui ont participé à la vie politique, qui gèrent aujourd'hui des partis politiques. Ousmane Sonko également, c'est peut-être la nouvelle figure, la plus récente. Il est en train d'accumuler un certain nombre d'expériences. Donc ces partis-là ont des dirigeants qui sont reconnus au niveau de l'opinion nationale, mais c'est des partis également qui ont une expérience de gestion des collectivités territoriales. Donc, si ces leaders arrivent à mutualiser leurs ressources humaines, leurs ressources financières, et mutualisent par exemple aussi l'expérience de la gestion des territoires, ils peuvent faire mal. En ce sens aussi que ça va rendre beaucoup plus visible la compétition. Que ces 4 partis-là puissent par exemple dire voilà le maire que nous proposons au département de Dakar, ça a plus d'impact s'ils présentaient chacun un candidat à la mairie de la ville de Dakar. Donc la coalition, elle va... Est-ce que c'est le contexte qui l'impose, les élections locales? Mais ce n'est pas les élections locales. Pensez-vous que ce groupe-là va également aller en coalition pour la présidentielle, par exemple, pour parler un peu de contexte, les élections qui sont différentes? Mais c'est ce dont nous parlions tantôt, c'est la coalition, elle est devenue un fait. Les partis ne peuvent plus penser aller gagner des territoires seuls. Ils n'ont pas d'ancrage territorial, ils n'ont pas d'expérience de gestion certifiée. Donc, en se mettant ensemble, ils se disent que
la stratégie de Benno, pourquoi elle a été payante depuis 2012? C'est pas que Benno est une réponse aux problèmes des Sénégalais, nous le voyons. Benno n'a pas répondu aux grandes questions que les Sénégalais se posent. Mais la force de Benno, c'est le fait d'avoir un président de la République, chef de parti, c'est d'avoir des moyens, mais c'est d'avoir également l'expérience dans l'organisation des élections. Benno contrôle tout le processus électoral depuis 2012. Mais il est arrivé à gagner. L'opposition tire la leçon majeure. Si cette coalition a gagné toutes les élections, présidentielles, législatives et locales, on va vers des élections locales. Il n'y a pas de leader au niveau de l'opposition capable de dire que Dakar, c'est à moi. Il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Donc, c'est un réflexe de survie. Ils savent que s'il n'y a pas l'unité, au niveau en tout cas des locales, ils auront moins de chances. D'autant que le PDS est affaibli. Khalifa n'a pas retrouvé encore son élan. Le PUR est dans des problèmes. Sonko, il est en train d'émerger. Donc l'opposition n'a pas un parti capable d'aller compétir face au Benno. Donc je pense qu'il y a un réflexe de survie politique, mais également il y a le bon sens que cette coalition, elle sait qu'elle peut compétir. Si les 4 partis arrivent à trouver une bonne stratégie électorale, s'ils arrivent à trouver des consensus au niveau des collectivités territoriales, les maires, dans les départements, ils feront un score très important pour l'opposition sénégalaise. Et quand on parle un peu de la bande des 4, il faut les nommer, c'est Ousmane Sonko, Serigne Moustapha Sy, Khalifa Sall et Karim Wade, des présidentiables. La majorité présidentielle a-t-elle peur? Personnellement, je ne me lancerai pas dans des analyses de cette nature. Pourquoi? Que j'ai toujours détesté. Pourquoi? Dans notre pays. Pourquoi? Parce que on ramène tout à des choses trop simplistes. C'est-à-dire? On ne se rend pas compte de l'opinion des citoyens par rapport à des personnalités, entre guillemets, qui seraient des chefs de file de tel ou tel parti ou de tel ou tel type de coalition. Je me refuse à ce genre d'analyse que j'entends à tout bout de champ dans les médias. Parce que laquelle ferez-vous? Ce sont les médias de notre pays qui font faire à la politique ce que personnellement je déteste le plus. C'est-à-dire ne pas aller au fond des choses. Ne pas aller au fond des choses signifie qu'on n'analyse pas suffisamment la sociologie et la manière de penser, la mentalité des Sénégalais dont on brigue les suffrages. Qu'il s'agisse des locales, ce n'est pas parce qu'un tel a été présenté comme étant un porte-étendard, non pas d'idées, mais simplement de volonté de s'asseoir à la place de quelqu'un, pour ce qui concerne les municipalités par exemple, que forcément, les gens de cette contrée vont voter pour lui. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident non plus que quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie pour venir en aide ou trouver des solutions à des difficultés que des populations rencontrent, qu'il puisse se présenter un jour et penser que les Sénégalais vont voter pour lui. Au nom de quoi? Je veux dire qu'il faut aller beaucoup plus loin que l'analyse qu'on entend la plupart du temps sur les plateaux de télévision. Allez-y, vous avez l'opportunité, professeur. C'est ce que je suis en train de faire, oui, allez-y. Justement. Je veux dire qu'il faut que la politique retrouve ses lettres de noblesse. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de programme crédible auquel les Sénégalais peuvent croire, qui peuvent faire en sorte que les citoyens aient la volonté d'aller se présenter aux urnes pour choisir le candidat dont ils pensent qu'il peut régler les questions de son terroir. Je crois que si on analyse la situation politique de cette manière-là, on va se garder de dire que oui, il y a des entités identifiées. Dans l'opposition, c'est un tel, un tel, un tel. Il suffit de les agréger. Et d'ailleurs, souvent, on se rend compte qu'au bout du compte, finalement, l'agrégat qui s'est constitué est très fragile. Mais la coalition Benno Bokk Yakaar également, c'est un agrégat c'est un agrégat de profil également. C'est un agrégat qui est issu d'un processus historique. Ah bon? Oui, parce que nous sommes allés en 2012 vers des fronts qui s'étaient déjà constitués et qui fonctionnaient très bien. Je prends le Front Siggil Sénégal, je prends Benno Siggil Sénégal.
Je prends les coalitions que je connais. Mais l'alliance était une nécessité pour vaincre Abdoulaye Wade. Mais bien sûr. Comme aujourd'hui, l'alliance est une nécessité également pour battre la majorité présidentielle. Je ne suis pas là pour polémiquer, je suis là pour essayer de vous dire ce que je pense. Oui. Ce que je pense, c'est quoi? Oui. C'est que nous sommes passés au Sénégal à deux alternances majeures. Oui. La première a été une alternance portée par le peuple sénégalais. Moi, j'ai toujours pensé qu'on n'allait pas battre le Parti socialiste de cette manière-là. On aurait pu battre le Parti socialiste en faisant ce que d'autres pays font ou ont fait dans leur histoire. Nous sommes passés ensuite à une autre alternance à partir de groupes constitués. Parce que Benno Siggil Sénégal, ce n'était pas un regroupement simplement. C'était quelque chose qui est né à partir de stratégies mûrement réfléchies et qui avait un programme. Qui a trouvé une autre coalition. C'est vrai qu'il y a eu des dissensions à l'intérieur, on n'a pas pu trouver un candidat pour la présidentielle. Et puis finalement, et tout ça, ça s'est fait dans des concertations. Ces concertations n'étaient pas des concertations vaines. Les gens se sont retrouvés pour dire si nous devons aller ensemble, voilà sur quoi nous devons aller ensemble, voilà sur quoi nous sommes tombés d'accord. Mais il y a toujours quelqu'un qui décide. La manière dont on appréhende la question politique au Sénégal ne me semble pas la plus adéquate pour éclairer l'opinion sur les enjeux que constitue telle ou telle élection. Que ce soit des élections législatives, que ce soit des élections présidentielles ou que ce soit des élections pour des communautés comme les élections prochaines de janvier. Donc je veux dire par là qu'il faut qu'on essaie d'élever un peu plus le niveau du débat politique pour que les citoyens se sentent concernés. Non pas des gens qui sont les têtes pensantes ou les têtes de liste, ou en tout cas les personnalités qu'on nous présente comme étant des gens qui sont capables de mobiliser des masses d'électeurs telles que ça puisse mettre en danger tel pouvoir. Vous voulez parler de qui? Moi, je ne les citerai pas. Hein. Vous avez parlé de ces 4 personnalités. Ça, c'est votre appréciation. Personnellement, je ne rentre pas du tout dans ce jeu. Je dis simplement que tant que les Sénégalais ne croiront pas à des choses concrètes, capables, susceptibles de changer leurs conditions de vie, mais il est illusoire de leur présenter des personnalités qui seraient des sortes de messies, capables de trouver les solutions attendues. Ça, je suis désolé. Mais tant qu'on restera dans ce champ-là, de tourner en rond autour de personnes qu'on cite, je ne pense pas qu'on ait de la politique à faire de grands pas. Mamadou Sy Albert, est-ce qu'on peut dire avec ces coalitions, s'y gisent les idéologies en politique? Bon, je crois que pour le débat idéologique, il est complexe. Hein. Il est complexe. Je prendrai l'exemple, peut-être le meilleur exemple pour un peu discuter de la crise de l'idéologie. C'est que on a un problème avec les partis politiques, tous les partis politiques sénégalais. C'est notamment l'absence de projet de société. Aujourd'hui, vous allez voir le parti présidentiel, vous demandez aux responsables, aux militants, quel est le projet de société Macky Sall. Bon, vraiment, très peu de gens vous répondraient. Et le projet de société, c'est ça la base, c'est ça le fondement d'une organisation politique. Donc, s'il y a une absence de projet de société, naturellement, c'est pas par hasard que les gens vous disent que je suis député de Macky Sall, je suis ministre de Macky Sall, je suis maire de Macky Sall. Parce que le projet de société a été vidé de son sens. C'est le chef de parti, c'est lui l'incarnation du projet de société. Il n'y a plus d'idéologie. Ces militants-là, ils ne fonctionnent pas à partir d'une idéologie, ils fonctionnent à partir d'une personne. Que ce soit au niveau du parti présidentiel, ou au niveau des partis des alliés, ou au niveau des partis de l'opposition, c'est le chef. On a mis fin à un processus historique. C'est-à-dire que le parti, à l'époque, en tout cas jusqu'en 2000 d'ailleurs, le parti c'était un homme, c'était une équipe, c'était un projet. Les gens étaient fiers d'appartenir à un parti politique. Parce qu'on apprenait, c'était une école de formation. Mais quel parti aujourd'hui est une école de formation? Il n'y en a plus.
Maintenant, c'est vrai qu'on va me rétorquer les partis de gauche. C'est vrai, les partis de gauche, c'est relativement différent parce que simplement, c'est pas une personne. Aucun parti n'a été constitué par une personne. C'est des idées qui ont mis tous ces partis de gauche. Donc ces idées-là, c'est des documents, c'est des discussions. On a construit les partis de gauche. C'est pour ça que même les partis de gauche n'ont plus de projet de société. C'est des groupes de pression, c'est des groupes d'influence. Et depuis 2000 jusqu'à maintenant, aucun parti de gauche n'a vraiment montré ses preuves au niveau des élections, que ce soit local, législatif, présidentiel. Pourquoi? Parce que c'est des groupes de regroupement. Ce n'est pas des partis politiques. Ils n'ont pas, si vous voulez, respecté le parti originel. Le parti originel de gauche, il voulait le pouvoir. Il cherchait le pouvoir. C'est pour ça qu'il avait une idéologie, il avait un projet de société, il avait des valeurs. Il y avait aussi une démocratie interne. C'est l'école. On transmet des connaissances, on se partage les idées, on est ensemble. Mais aujourd'hui, tous les partis de gauche ont connu des scissions d'ailleurs. Il n'y en a pas un qui a fait l'exception. C'est en 2 partis, c'est en 3 fractions. Donc, si vous voulez, l'absence de projet de société, à mon avis, va se traduire aux prochaines locales. Je n'ai pas vu encore un parti politique dire, voilà, par exemple, ce que je propose à la ville de Dakar. Quel est le projet municipal de l'APR? Quel est le projet municipal du PDS? Vous descendez dans toutes les communes. Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est ces ambitions. C'est une querelle d'ambition. Il n'y a pas de querelle de projets municipaux. Vous leur demandez comment vous allez gérer, mais personne ne va vous répondre. Ce qui intéresse les gens, à la limite, si vous voulez, le fait que cette crise idéologique déstructure la politique, met en nu l'absence de projet de société, c'est que le parti est actuellement réduit simplement aux élections. Et c'est ça qui est grave. Ça dit que le parti, c'est une machine électorale. Et la machine, c'est l'argent. La machine, c'est manipuler l'opinion. Et on fait tout pour s'accaparer des processus électoraux pour gagner. L'objectif du parti maintenant, c'est d'être maire, d'être député, d'être président de la République. Et on a vidé la politique de tout son sens. Et je crois que c'est ça qui fait que je n'ai pas voulu parler de crise idéologique parce que c'est le projet de parti qui s'est affaissé. Les partis de gauche ont-ils rangé leur idéologie dans les oubliettes à cause du pragmatisme politique, gagner une élection, une machine électorale? C'est ce que j'allais dire parce que je me garde toujours de généraliser. Ce que je viens d'entendre, évidemment, n'engage que son auteur. Parce que les analyses ne sont pas les mêmes. Les analyses politiques ne sont pas... Je vous ai dit tout à l'heure que je suis désespéré et désolé de voir le niveau à partir duquel on appréhende des questions essentielles et des questions de fond. Quand on dit qu'il y a un affaiblissement des forces de gauche, je dis, moi, je ne me sens pas du tout concerné par ça. Parce que mon parti fait partie de la gauche, mais n'est pas faible du tout. C'est le PIT. C'est le PIT. Il n'est pas ce qu'il était, il faut le dire, professeur. Comment vous pouvez le savoir? Est-ce que vous avez... Que le PIT va tout simplement en mode coalition depuis 2012. Ça n'engage que vous. Parce que je vous demande d'aller fouiller davantage avant d'avoir des idées arrêtées sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce sont les qualificatifs que vous utilisez, ce sont les faits. Je parle de faits, c'est ce que monsieur tout le monde dit. Vous permettez que je puisse terminer ma pensée? Allez-y. Merci. Je me garde toujours de généraliser et de dire que oui, parce qu'on ne sait pas comment ces partis fonctionnent. Quand on me parle aujourd'hui de crise d'idéologie, mais c'est un non-sens qui ne peut pas prospérer tout simplement parmi des esprits, en tout cas, qui essaient de comprendre le monde tel qu'il fonctionne. Le monde est dirigé par l'idéologie. L'idéologie au sens le plus classique de la définition d'idéologie, c'est-à-dire une conception du monde. Que ce soit un parti qui est au pouvoir, qui est de type réactionnaire, ou que ce soit un parti qui n'est pas au pouvoir, mais qui est de type progressiste. Alors, quand on nous dit aujourd'hui que, la manière dont les choses fonctionnent, c'est comme si c'était une sorte
une suite de situations qu'on a du mal à comprendre et on les agrège les unes après les autres. Je donne un exemple. Quand nous avons théorisé, nous, au PIT, la nécessité de mettre sur pied une structure qui va préparer les assises nationales. Mais ça, c'était sur une base idéologique qu'on a proposé cela. Et ça a été discuté dans notre comité central, ça a été discuté et proposé aux alliés qui étaient avec nous dans Benno Siggil Sénégal, et nous avons créé les conditions pour que les assises nationales puissent se tenir. Pourquoi ? Parce qu'analysant la situation de nos pays, singulièrement le Sénégal, on s'est rendu compte que tant qu'on n'aura pas, en tout cas, une réflexion profonde sur la manière dont le Sénégal est vu par les citoyens sénégalais et les secteurs clés qu'il faut investir dans la réflexion pour voir ce que ça peut donner si on les agrège les uns avec les autres, ces secteurs, pourquoi nous n'avons pas eu de difficulté à créer les conditions des conclusions fondamentales des assises nationales? Pourquoi nous n'avons pas eu de difficulté à faire la charte de bonne gouvernance? Pourquoi nous n'avons pas eu de difficulté? Pourquoi nous avons eu des difficultés, justement au départ, à faire en sorte qu'il y ait une nouvelle constitution qui puisse préserver le Sénégal de certaines dérives? Pourquoi nous n'avons pas eu de difficulté à faire admettre aux acteurs de la société civile, des partis politiques, du patronat, les idées fortes à partir desquelles on pouvait bâtir un Sénégal différent du Sénégal que nous avons connu depuis l'indépendance? Si ce n'est pas de l'idéologie, ça, c'est quoi? Et deuxièmement, je voudrais ajouter... Non, vous me permettez aussi de pouvoir parler. Oui. Il faudrait ajouter également que les forces qui sont à l'intérieur de ce processus de transformation sociale, mais c'était rien d'autre que des forces de gauche, c'est des forces de progrès. Aujourd'hui, la question n'est pas est-ce qu'un parti de type communiste comme le nôtre va avoir les moyens de ses ambitions politiques d'accéder au pouvoir. Objectivement et à l'analyse, on a dit que ce n'est pas possible. Pourquoi nous avons élaboré la ligne de large rassemblement? C'était justement de l'idéologie, ça aussi. Et enfin, troisièmement, quand on pense que il suffit simplement, je dirais même que ce n'est pas quand on pense que, je dirais simplement que quand on est dans une situation, on ne peut pas analyser le rapport du citoyen à la politique. Mais quel est ce rapport? Ce rapport du citoyen à la politique, c'est le rapport du mets-toi là, ôte-toi là, que je m'y mette. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas analysé suffisamment dans les réflexions des soi-disant analystes politiques, ce qui fait que le Sénégalais n'adhère pas à un parti politique parce qu'il y a un programme qui est clairement déterminé, clairement défini, mais on s'agrège autour de l'idée d'une personne et d'une personnalité. Et ces personnalités et ces personnes ont connu les avatars que nous savons. Donc, je ne suis pas d'accord du tout pour qu'on nous parle de la mort des idéologies. Ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. On l'a proclamé de tout temps. Mais c'est l'idéologie qui fait fonctionner le monde. Après la politique et les questions sociales, nous allons parler un peu de la flambée des prix des produits alimentaires, riz, sucre, viande, huile. Mamadou Issa Albert, le panier de la ménagère est aujourd'hui contaminé. Comment expliquer cette hausse, une hausse générale? Mais si tu permets, c'est juste un mot. Non, la politique va avec rapidement. Tout le respect que j'ai au professeur. Ça dit que ce qu'il prouve tout à l'heure, c'est que la gauche, elle continue de travailler. Justement, elle est idéologique. Elle n'est pas politique, elle ne porte pas un projet. Et je crois que c'est à ce niveau-là que moi, j'attendais des analyses pour expliquer pourquoi l'APR est au gouvernement depuis 12 ans. Quel est le projet de société de l'APR? Est-ce que vous vous sentez dedans? C'est ça le débat de la crise idéologique, c'est-à-dire l'incapacité à proposer un modèle de société. Mais ça c'est l'APR. Vous pouvez parler de l'APR comme vous pouvez parler de notre parti. Moi, je peux parler de ce que je sais. Dans mon parti, nous avons un projet de société. Ce projet de société, c'est quoi? C'est la transformation sociale de notre pays par étapes, en tenant en considération et de manière objective les forces qui sont en présence, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le prix des denrées alimentaires dans tout cela. Non, mais je crois, ça dit qu'avec la flambée des prix, bon, pour moi, c'est vraiment ahurissant. Depuis 3 semaines, depuis plus de 3 semaines, les Sénégalais vivent une situation dramatique.
les conditions de vie des populations sont dramatiques et il n'y a pas de réponse politique gouvernementale. De temps en temps, on entend des ministres qui s'occupent des finances ou du commerce ou des inondations. Chacun y va dans son explication. Il n'y a pas de solution par rapport à cette flambée généralisée des prix des prix de consommation les plus courants. Et je trouve que ça, ce n'est pas acceptable dans une démocratie. Le gouvernement devrait quand même expliquer aux Sénégalais pourquoi. Pourquoi cette hausse? Pourquoi est-ce généralisé? Quel est le contexte de l'économie du Sénégal? Comment l'expliquer? Je crois que c'est une responsabilité gouvernementale. Maintenant, si on cherche à analyser, on voit que la pandémie a un impact réel sur l'économie du Sénégal. On n'a pas suffisamment tenu compte de cet impact économique de la pandémie. Le gouvernement a essayé d'avoir un programme d'urgence, a mis en place un programme dans le contexte de la pandémie, mais il y a 1 an ou plus d'1 an. Aujourd'hui, quelle est la réponse gouvernementale pour soutenir l'économie sénégalaise? Je ne parle pas seulement de la consommation, mais l'économie. On va vers des difficultés qui vont s'aggraver parce que simplement, la crise, elle continue d'exister à l'étranger. Que le tourisme bat de l'aile. Bon, c'est sûr et certain qu'en tout cas, tout ce qui nous provenait de l'étranger va augmenter. Donc ça, c'est pas pour 1 mois ou 2 mois, c'est peut-être dans toute l'année en cours, on aura ce problème-là, que la demande mondiale va augmenter, que les prix vont augmenter. Quelle est la politique que le gouvernement envisage pour au moins stabiliser les prix? Et le 3e exemple que je donnerai également par rapport à ces prix-là, c'est que qu'on prépare aussi la rentrée prochaine. Que le système éducatif, il est en congé, dans peut-être 1 mois, les gens vont reprendre. Mais cette crise économique-là, elle va affecter le système éducatif. Donc, on essaie de préparer, même par rapport aux élections locales, qu'on ne sous-estime pas l'impact de cette crise sur l'organisation des élections, qu'on ne sous-estime pas aussi l'impact de la pandémie sur les élections locales. On est dans l'incertitude et je crois que le gouvernement quand même doit rassurer et donner des réponses aux préoccupations des Sénégalais. Le professeur Maguette Kassé, un cocktail explosif avec les questions sociales, inondations, mais surtout la flambée des prix des denrées alimentaires. D'ailleurs, le ministre du Commerce va tenir le 31 août prochain une rencontre pour un peu expliquer sur la hausse de ces prix à grande consommation. Quelle analyse face à la flambée des prix? Le virus a-t-il bon dos? Non, je ne pense pas que le virus est bon dos uniquement sous ce rapport. Je pense qu'un gouvernement a la responsabilité de voir venir, de prévenir. Évidemment, nous n'étions pas préparés du tout à la survenue de la pandémie, c'est évident. Aucun pays ne l'a été d'ailleurs. Mais cette pandémie est arrivée dans un contexte également qui n'était pas des plus favorables, puisque le gouvernement s'est vertué à régler des questions essentielles, relativement notamment à la cherté de la vie, à l'emploi, à beaucoup d'autres questions. Donc la pandémie n'a fait qu'aggraver la problématique des politiques qui devaient être mises en œuvre pour soulager les Sénégalais de la plupart des contraintes auxquelles elles faisaient face, ces populations. Donc, si nous assistons aujourd'hui à une situation économique et sociale difficile pour les ménages, c'est la responsabilité du gouvernement d'expliquer les raisons pour lesquelles on va mettre en place des politiques pour soulager les Sénégalais. Je crois que ça, c'est le minimum qu'on puisse attendre d'un gouvernement. Et surtout, de ministères ou d'institutions qui ont en charge le quotidien des populations. Je crois que quand on met en place des structures de veille, des structures de contrôle des prix des denrées de première nécessité, quand on met en place des structures qui ont en charge de veiller à ce que les Sénégalais puissent quand même, malgré tout, trouver des solutions à des impasses économiques et sociales, oui. Je crois que c'est la responsabilité également du gouvernement d'expliquer. Et ça, il me semble que
cette politique de communication souffre encore de beaucoup disons, d'errance, de beaucoup d'incohérence, pour que les gens puissent se dire, c'est vrai que la pandémie est arrivée, que la pandémie a aggravé des situations qui étaient déjà là, mais voilà les solutions qu'on va mettre en œuvre à court, à moyen et à long terme. Oui. Je crois que ça pourrait déjà rassurer et calmer les inquiétudes des populations qui font face, malgré tout, à des difficultés de toute nature. Oui. Maintenant, que rapidement, il nous reste 30 secondes, professeur. Ah ben écoutez, si vous voulez qu'on parle de ça, parce que tout à l'heure, vous avez dit à l'entame qu'on allait aussi parler des questions de l'université, etc. Je crois qu'il faudrait restructurer aussi votre émission la prochaine fois pour qu'on puisse avoir le temps de le faire. Professeur, oui. Donc, je dis simplement que rapidement. Si on ne prend pas garde, nous allons avoir un cocktail de difficultés pour la résolution desquelles difficultés on n'a pas encore trouvé la voie la meilleure pour que les Sénégalais puissent dire oui, il y a de l'espoir pour que demain les choses aillent mieux. Professeur, merci d'être là. Merci également Mamadou Sy Albert, analyste politique L'Air du Temps, qui recevait le professeur Magueye Kassé, professeur titulaire des universités au département de langue et civilisation germanique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également Mamadou Sy Albert, analyste politique. 11h, le flash d'information. À 11h05, le jury du dimanche avec Mamadou Ibra Kane. À la technique, Biran Sissi. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Vous écoutez e-Radio 90.3.